Salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Aujourd'hui on va parler boxe et je tenais juste avant qu'on commence à m'excuser un petit peu du manque d'activité qu'il va y avoir sur la chaîne et du probable qualité assez schlag de cette vidéo. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Je sais même pas s'il y aura une miniature, je sais même pas si on peut mettre des miniatures par téléphone. Je suis toujours en voyage, du coup j'ai pas mon ordi. J'ai fini de poster toutes les vidéos que j'avais tournées en avance. Et voilà, mais sans ordi c'est un peu compliqué de gérer tout ça. Sinon je suis quand même à faire une vidéo aujourd'hui pour parler bien du combat de ce week-end qui pour moi est l'affiche de l'année, donc entre Juan Francisco Estrada et Jesse Bam Rodriguez. L'idée c'est que, et j'insiste pour le moment, pour moi c'est l'affiche de l'année malgré toutes les belles affiches qu'on a eues, notamment avec les Riyad Season et ce cher prince, cette chère excellence. Et Turquie Lachik. Pourquoi? Parce que globalement depuis le début de l'année on a eu pas mal d'unification totale, c'est très cool. On a eu des champions unifiés qui ont défendu leur ceinture, c'est très bien. On a eu des stars de la boxe qui ont défendu leur titre, je pense à Canelo, je pense à Inoue, c'est très bien. Et on a eu des boxeurs stars qui malgré tout sont plus au top niveau du game, je pense à Wilder qui a fait des combats, il y a eu fini en KO, bref c'était très excitant. Mais ce qui manque pour moi cette année pour le moment c'est une affiche entre deux boxeurs pound for pound, et une affiche qui a du sens, c'est-à-dire pas aller chercher un type des catégories welter pour aller le faire combattre contre un mec qui est en super moyen. Ce serait une affiche qui serait probablement plus intéressante du point de vue de pound for pound, donc un Canelo Crawford. Mais moi ce que j'aimerais bien c'est avoir des affiches pound for pound qui ont du sens, c'est-à-dire deux boxeurs qui sont tous les deux dans la même KT, qui sont tous les deux très haut au classement de pound for pound et qui se tapent. Globalement la seule affiche qui pourrait détrôner ça c'est Better BF Bivol, qui devrait du coup, si je dis pas de conneries, avoir lieu le 22 octobre, je crois que c'était reporté à ce moment là. Et j'espère que l'affiche aura lieu si jamais c'est pas de nouveau reporté pour blessure de Better BF. Et si jamais l'affiche a lieu, ça détrônera cette affiche là, donc l'affiche de 12 week-end, comme pour moi l'affiche la plus intéressante de l'année, niveau bien sûr pound for pound. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'on a deux boxeurs pound for pound ici alors que Estrada actuellement n'est pas classé dans le top pound for pound the ring. Il n'y a que Jesse Bam Rodriguez qui y est, il est genre 9ème, donc on dirait que ça n'a pas l'air très intéressant. En fait pour le coup, pour ça il faut mettre un petit peu de contexte à la fois sur qui est Estrada, la carrière qu'il a menée et la manière qu'il a de mener sa carrière. Et du coup c'est pour ça que je vais rapidement faire un blabla pour essayer un peu de vous expliquer les enjeux de ce combat et pourquoi est-ce que c'est un combat qui est important. Globalement tout a commencé il y a 10 ans, on avait un type qui était donc champion WBC de la catégorie des super mouches qui s'appelait Srisaket Sorengvisai, qui est donc thaïlandais. Certains le parlent de lui sous le nom de Wisakil Wangek, notamment parce que je crois que c'est comme ça qu'il est présenté sur BoxRec. Moi je vais l'appeler Sorengvisai parce que je l'ai toujours appelé comme ça et que je l'ai toujours vu les gens appeler comme ça. Donc ce type était champion WBC des super mouches et à l'époque il se fait taper par un mec qui s'appelle Carlos Cuadras qui était mexicain. En fait ce qui est pas mal c'est que à partir de ce combat là il y a d'autres acteurs qui vont rentrer dans l'histoire, notamment Estrada et Chocolatito, et ces gens vont commencer en fait à tous s'affronter dans la catégorie des super mouches entre en gros 2014 et 2022. Du coup ça nous a fait une catégorie qui était vachement intéressante, sachant qu'on a eu d'autres noms qui ont traversé, je pense notamment à Naoya Inoue, je pense notamment à Junto Nakatani, Kazuto Yoka, qui sont que des gens qui sont vachement cool et qui malheureusement n'ont pas affronté ces grands noms là, qui sont surtout en fait restés entre eux dans le circuit finalement WBC. Il y a eu des tentatives de combat entre ces gens-là et Inoue qui était à l'époque champion de WBO. Finalement ça s'est passé notamment parce que par exemple Estrada qui était mandatory a préféré aller chercher un Carlos Cuadras pour une demi-finale WBC pour ensuite avoir un shot à la WBC. Donc je reviendrai sur tout ça plus tard. Mais voilà, c'est pas forcément de la faute d'Inoue si ces combats sont pas faits. Lui à ce moment-là était prêt à les faire. Dans tous les cas, comme je disais, on avait donc à ce moment-là le champion Sorengvisai qui s'est tapé par un Mexicain qui s'appelle Cuadras. Cuadras c'est clairement pas le meilleur des boxeurs, mais à l'époque il arrive à faire une performance honnête. Le combat se finit par technical décision à la fin du round 7. Bref, il y a une galère de coupure, donc le combat s'arrête. Mais Carlos Cuadras qui est en avance au point est déclaré champion WBC. Carlos Cuadras va perdre son titre face à Roman Chocolatito Gonzalez, qui était à l'époque la légende des pound for pound. Il n'était pas encore numéro 1 pound for pound, mais ça ne serait tardé. Donc il va choper ses titres de numéro 1 en défendant plusieurs fois derrière le titre WBC des super mouches. Il était déjà champion dans 3 catégories de poids différentes, les minimum weights, donc les poids pailles, les mini-mouches et les mouches. Et désormais du coup il venait de choper une 4ème ceinture dans une 4ème catégorie différente, à savoir les super mouches. Donc Chocolatito qui est donc nicaraguayen et qui est probablement le meilleur nicaraguayen de l'histoire, avec potentiellement Arguello qui était son mentor, qui peut après rivaliser, mais sinon c'est vraiment les deux qui sortent du Nicaragua. Donc excellent boxeur. Chocolatito va faire plusieurs défenses de titre jusqu'à affronter de nouveau Srisaket Sorengvisai qui était sur une win streak depuis, et Srisaket Sorengvisai va taper Chocolatito. Alors ça va se finir par une décision en 12 rounds qui a été contestée, c'est pour ça qu'il y a eu un match revanche, mais malgré tout la victoire va à Srisaket Sorengvisai. C'est la première défaite en carrière de Chocolatito qui était à l'époque 46 victoires et 0 défaites, 0 égalité, 0 no contest, bref le palmarès parfait. Donc jusqu'à présent, on a déjà eu des affrontements entre Cuadras Chocolatito, Cuadras Rungvisai et Rungvisai Chocolatito. La boucle sera presque bouclée, il n'y a plus que le dernier membre, donc à chaque fois Juan Francisco Estrada, qui doit se ramener dans l'histoire. Il y a un combat revanche qui va être organisé entre Chocolatito et Rungvisai, et c'est Rungvisai qui cette fois-ci va de nouveau gagner, cette fois-ci par KO. C'est le premier KO de Chocolatito, très impressionnant, et Rungvisai qui montre que la première fois c'était pas du tout de la chance, c'est un combat qui est vraiment exceptionnel de la part de Rungvisai, qui est à ce moment-là un peu sur le toit du monde.
En coulisses, il y a d'autres boxeurs qui veulent essayer de l'affronter, notamment un certain Juan Francisco Estrada, qui lui descend, qui monte plutôt de la catégorie des mouches. Il était champion unifié, alors que je dis pas de conneries, je crois que c'était WBA, WBO, mais c'est peut-être une bêtise. Il avait 2 ceintures qu'il avait chopé contre Brian Viloria. Et c'est un boxeur qui fait partie en fait de la grande catégorie des boxeurs mexicains un peu inconnus, qui, vous savez, affrontent plein de Mexicains en boucle, en faisant des 8 rounds ou 10 rounds. Et puis d'un coup, ils pop sur la scène mondiale en ayant une chance mondiale. Et parfois, bon, ils soirent et parfois ils font des trucs très bien. Ça a été le cas notamment récemment de Rafael Espinoza, qui est désormais champion de WBO et qui a fait une défense de titre très convaincante le week-end dernier. Et c'est aussi le cas d'Adrian Curiel, dont je vais parler un peu plus tard. Donc c'était le cas de Francisco Estrada à ce moment-là, personne ne le connaissait, et même au Mexique c'est un boxeur pas du tout connu, et qui d'ailleurs en fait est resté pas connu, ce qui est assez triste, et ce qui je pense participe au fait qu'il y ait un manque un peu d'engouement sur l'affiche de ce week-end, qui j'insiste est vraiment excellente. Donc à ce moment-là, Chocolatito et Estrada s'étaient déjà affrontés. Ils s'étaient affrontés en mi-mouche à l'époque, quand Chocolatito était champion. Estrada s'était ramené en short notice de la catégorie du dessus, donc il a fait du descendre d'une KT. Personne ne l'attendait au tournant, bien sûr, tout le monde pensait qu'il allait se faire éclater. Et même s'il a perdu, il a donné un plutôt très bon combat. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé un peu à sortir du cadre mystérieux des boxeurs mexicains qui font des 8 rounds pour vraiment émerger sur la scène internationale. Ce mec, du coup, entre-temps, est devenu champion des mouches. Il est monté en mi-mouche, en super mouche, pardon. Et en super mouche, donc lui qui était à l'époque mandatory WBO pour le champion qui était Inoue en 2017, décide de plutôt aller chercher la ceinture WBC et du coup va faire une demi-finale mondiale contre le Carlos Quadras qu'on retrouve. Carlos Quadras qui entre temps était de nouveau sur une win streak et donc était à 2 doigts de pouvoir de nouveau avoir une chance d'affronter Rugby Sai. Ce combat va se finir par une décision remportée par Estrada et donc Estrada à ce moment-là rentre un peu dans le jeu des 3 qu'on avait jusqu'à présent, les 3 protagonistes, à savoir Quadras, Chocolatito, Rugby Sai, et chope une première victoire contre Quadras. Il a alors une chance pour pouvoir affronter Rugby Sai. Estrada et Rugby Sai, qui sont considérés comme étant 2 excellents boxeurs, se voient décerner l'opportunité de combattre pour la ceinture la première ceinture de l'histoire, The Ring, dans la catégorie des super mouches. C'est pas rien. Cette ceinture sera remportée par Rugby Sai, qui va remporter le combat par décision en 12 rounds. Et donc à présent, ce qui est marrant, c'est qu'Estrada a également affronté tout le monde dans le club. Donc on se retrouve avec une situation, on a 4 boxeurs excellents qui dominent la catégorie, modulo Inoue, et qui s'affrontent tous entre eux sur une période de temps étalée. Bref, ça rappelle beaucoup ce qui a pu se passer avec les 4 Fantastiques dans les années 80. À la différence près que, en vrai, non, je dis ça, mais les 4 Fantastiques, les affrontements sont faits sur plusieurs catégories de poids. Et là, globalement, tout s'est fait en super mouche, sauf Estrada Chocolatito qui s'est fait en poids mouche. Pas de souci, il va avoir des revanches, notamment Estrada va avoir une revanche contre Rugby Sai puisque le combat était serré. Et dans cette revanche-là, c'est Estrada qui va emporter le combat. Estrada devient donc champion à la fois The Ring et à la fois WBC de cette catégorie. Et c'est super pour Estrada qui du coup chope une victoire contre Rugby Sai. Il va alors faire pas mal de défenses des titres, notamment une contre Carlos Quadras de nouveau, cette fois-ci qui remportera par KO au 11e, et contre Chocolatito, qui va rechoper une chance mondiale entre temps. Il va également remporter ce combat contre Chocolatito, et donc se ramener à 1-1 dans la rivalité. Malgré tout, ce combat est assez serré, et beaucoup de gens voyaient Chocolatito gagner. Donc d'ailleurs, le combat était une décision partagée, un split décision. Donc finalement, il est un petit peu considéré comme étant un champion légitime à ce moment-là. Malgré tout, Estrada sort un petit peu grand gagnant a priori de toute cette rivalité-là, avec 2 victoires contre Quadras pour 0 défaite, 0 égalité, une victoire contre Chocolatito partagée et une défaite contre Chocolatito qui est aussi assez serrée, et une victoire contre Rugby Sai et une défaite contre Rugby Sai, mais il a eu la victoire après. Malgré tout, il y a quand même un peu de l'ombre à ce tableau-là, et notamment le fait que dans sa défaite contre Rugby Sai en fait boxé dans sa garde qui n'est pas naturelle, donc de base c'est un gaucher donc il boxe en gaucher, et Rugby Sai a boxé de manière assez incompréhensible en droitier pendant 6 rounds, ce qui fait qu'en gros Estrada avait une avance de 6 rounds dès le début du combat, et au moment où Rugby Sai s'est remis en gaucher, tout se fait beaucoup mieux, il a beaucoup de mal, Estrada se met à avoir beaucoup de mal à gérer Rugby Sai. Mais bon, en gros, il a déjà 6 rounds d'avance, donc il finit par gagner le combat quand même. Donc il y a beaucoup de gens qui sont assez critiques d'Estrada à ce niveau-là, et qui considèrent qu'en fait c'est plutôt Rugby Sai qui a perdu plutôt que Estrada qui a gagné. Et c'est vrai que ça reste assez incompréhensible ce qu'a fait Rugby Sai à ce moment-là. Malgré tout, c'est là qu'on va rentrer dans le dernier protagoniste de cette histoire, à savoir Jesse Bam Rodriguez. Parce que Estrada, il a la fâcheuse tendance à regarder dans sa carrière, à prendre des breaks assez incompréhensibles dans sa carrière en fait. Donc typiquement, il va pas combattre pendant 1 an et demi, 2 ans. Et puis il revient, il enchaîne 3-4 combats, et puis il se rebarre, et c'est trop chiant, et c'est typiquement ce qu'il fait à ce moment-là. Donc il prend un break, après cette victoire contre Chocolatito, et le break est tellement long, du coup la ceinture WBC et The Ring lui sont destituées. Et la ceinture WBC va être remise en jeu entre, je vous le donne dans le mille, Carlos Quadras et Srisaket Rugby Sai, pour enfin la revanche, puisque Quadras jusqu'à présent s'est fait laver 2 fois par Estrada, s'est fait laver 1 fois par Chocolatito. La seule victoire qu'il a, c'est contre Rugby Sai, et c'était par une technical décision au 7ème à cause d'une coupure, donc assez sale. Donc le combat de revanche devait être organisé, sauf que coup dur, Rugby Sai se blesse genre à 1 semaine du combat, et du coup un short notice devait être amené. Ce short notice, c'est un boxeur qui est tout jeune, qui est à l'époque seulement 22 ans, qui est un 2000, c'est un boxeur 2000, et ce boxeur de 2000 vient de la catégorie du dessous, donc de la catégorie des mouches. Lui aussi n'a pas encore vraiment explosé à l'échelle internationale,
et va avoir une chance pour affronter du coup Carlos Quadras en short notice. Donc il monte de catégorie, il se ramène contre Quadras et c'est toujours dangereux de prendre des adversaires en short notice. Et ce petit jeune qui s'appelle Jesse Bam Rodriguez va très bien le montrer puisqu'il va battre par décision en 12 rounds Carlos Quadras. Alors il va le mettre au tapis au 3e round et il va ensuite complètement le surclasser dans tout le reste de la catégorie, enfin tout le reste du combat pour remporter une très large décision en 12 rounds. Ce qui est fantastique dans ce combat là, c'est qu'on a du coup un 5e protagoniste qui émerge un petit peu et un type qui émerge de la catégorie du dessous, qui émerge de nulle part et qui défonce complètement Quadras. Et ce qui est marrant, c'est que ça rappelle encore une fois un petit peu ce qui a pu se passer dans les années 80 où donc qui était réputé pour avoir les 4 fantastiques, et en fait il y en a beaucoup qui disent qu'il devrait considérer un 5e fantastique, Wilfred Benitez. Wilfred Benitez qui a malheureusement eu le malheur d'être un peu plus léger que tous les autres, puisqu'il a commencé en super léger, et le malheur d'arriver un peu plus tôt. Parce qu'il chope son premier titre, je crois, c'est en 76, là où globalement tous les autres explosent à partir des années 80. Donc ça fait qu'au final, il va avoir une baisse de carrière un peu plus tôt que tous les autres. Et du coup, il pourra affronter finalement que Leonard, Hagler, et enfin, justement que Leonard, Ernst et Duran, il affrontera pas Hagler. Et le fait que finalement il les pique un peu plus tôt, etc., le fait qu'ils sont un peu plus jeunes, un peu plus légers, ça fait que finalement il est souvent écarté de cette discussion des 4 fantastiques, souvent rappelé à juste titre comme étant le 5e, mais malgré tout exclu du club des 4. Et là, on se retrouve dans une situation un peu similaire avec du coup un Jesse Bam Rodriguez qui se ramène, qui en fait va tenter de devenir un peu le 5e fantastique de ce groupe là, mais lui cette fois-ci, alors il est aussi plus léger, il est aussi plus jeune, mais du coup il va se ramener un peu plus tard en termes de carrière, justement. Donc au lieu de se ramener avant tout le monde et du coup de se faire un peu lyncher par tout le monde et de pas avoir la chance d'affronter Hagler, lui il se ramène un peu plus tard, et justement ça risque de lui causer des soucis parce qu'il risque du coup de pas pouvoir affronter Chocolatito qui est du coup un peu trop vieux désormais. Mais enfin bon, pourquoi est-ce que du coup je parle de Jesse comme potentiellement le 5e king? Parce qu'après avoir pris Quadras et l'avoir battu en 12 rounds, de base c'était Ring Visay qui devait affronter Quadras et pas Jesse Bam. Donc on va donner sa chance à Ring Visay contre Bam Rodriguez, qui est du coup à ce moment-là champion de WBC, qui a pris le titre qui avait été laissé vacant par Estrada. Il va battre Ring Visay dans l'une des performances qui est exceptionnelle, je pense. Globalement, il a foutu Ring Visay à la retraite. Alors j'exagère un peu parce que depuis Ring Visay continue de faire des combats, mais en gros c'est des combats obscurs en Thaïlande en 8 rounds où il galère à défoncer des types qui sont top 300. Donc globalement Ring Visay a vraiment été écarté après cette défaite là, qui est extrêmement lourde. Jesse Bam Rodriguez a fait un travail exceptionnel, donc il a mis KO au 7e ou 8e, je crois que c'est 7e. Non, je crois que c'est 8e. Et c'est honnêtement un combat qui est vraiment fantastique. Jesse Bam Rodriguez fait une masterclass technique. C'est à ce moment là, c'est impossible de pas tomber amoureux de Jesse Bam Rodriguez en regardant ce combat là. Surtout dans le contexte de l'époque, on a quand même Ring Visay qui sort de 8 ans de domination dans la catégorie des super mouches, modulo une petite défaite contre Quadras et contre Estrada, et on a du coup un mec qui se ramène de nulle part à 22 ans qui fait ce qu'il fait, c'est juste fantastique. Vraiment j'insiste, il fout Ring Visay à la retraite, et il faut vraiment faire ce que fait Bam à ce moment-là. Alors pour sa décharge, je pense malgré tout que le style de Bam est très favorable contre un style à la Ring Visay, où parce que Bam a beaucoup de déplacements et je pense a beaucoup de facilité pour venir tourner autour des punchers qui ont tendance à planter leurs pieds, là où Ring Visay justement est un puncher qui a tendance à planter ses pieds et à pas avoir les meilleurs déplacements du monde. Donc voilà, je pense que malgré tout Bam est un peu avantagé, de la même manière que Ring Visay était avantagé contre Chocolatito, parce que Chocolatito vient des plus petites catés, donc il avait potentiellement du mal à gérer des gens assez gros, et Ring Visay est un plutôt très gros super mouche, et en fait c'est un type qui aurait sûrement dû être un coq. Pour la petite histoire, Ring Visay c'est un type qui alors a dû marcher je crois dans les 70 km pour arriver jusqu'à Bangkok, tout seul, un peu abandonné de sa famille. Le mec est devenu éboueur, il avait pas une thune, du coup il est obligé de manger dans les poubelles qu'il ramassait toute la journée. Ça vous donne un peu le mental du gars. Pas mal de défaites en début de carrière, mais en fait quand on comprend dans les situations dans lesquelles il s'est tourné vers la boxe, bon voilà, il n'y a pas trop de surprise quoi. Et du coup je pense que c'est un type qui a dû pas mal souffrir de malnutrition, et probablement un peu à la manière d'Amazon à l'époque, et probablement assez gros pour sa catégorie de poids, notamment parce que je pense qu'il doit avoir un corps qui n'a pas pu se nourrir comme il fallait et agrandir comme il fallait. Donc forcément il avait quand même, je pense, un match-up assez favorable contre eh bien ce cher Chocolatito qui lui était beaucoup plus petit. Malgré tout, donc à ce moment-là, Bam fait quand même un truc de fou, parce que du coup, lui qui vient des mouches, remporte la ceinture des super mouches, enfin même conserve sa ceinture des super mouches contre Ring Visay qui, comme en fait je vous l'ai dit, aurait sûrement dû être un coq, voire un super coq. Donc c'est fantastique ce que nous fait Bam. À ce moment-là, il va malgré tout décider de redescendre en mouche, parce que c'était quand même sa catégorie de base, et comme il est encore jeune, de toute façon il va remonter en super mouche plus tard, mais il faut que son corps se réadapte comme il faut. Il voulait quand même donner sa chance à Ring Visay, et c'est quand même quelque chose qu'on observe vraiment qui est fantastique, c'est que Bam il a la mentalité des champions, il veut aller chercher les noms et il s'en fout de prendre des défaites, notamment du coup après ça il va aller récupérer la ceinture WBO des poids mouches, il va redescendre, il va se faire casser la mâchoire, il va quand même gagner une décision en 12 rounds, et il va ensuite affronter Sonny Edwards qui est à l'époque le roi des mouches, dans un super fight qui a eu lieu le 16 décembre de l'année dernière, donc 2023, et il va l'emporter après l'avoir mis Sonny Edwards à terre, dans le sens où Sonny Edwards ne sortira pas à la fin du 8ème, je crois que c'est à la fin du 8ème qui sort pas de son coin, et donc Jesse Bam Rodriguez s'impose par arrêt de l'arbitre. Il était donc alors champion unifié IBF WBO des mouches, roi de la catégorie, et il décide de remonter en super mouche pour reconquérir son titre WBC.
Pourquoi? Parce qu'entre temps le titre WBC a été recapturé par Estrada, Estrada qui est revenu après une longue absence d'1 an et demi pour faire une trilogie. Alors d'abord il a je crois récupéré son titre, je sais plus exactement contre qui, mais je sais qu'il a affronté RJ Cortez avant de refaire un combat contre Chocolatito. Donc dans une trilogie, cette fois-ci le combat, il le gagne de nouveau Estrada, il chope du coup par la même occasion la ceinture The Ring et la ceinture WBC et bien de la catégorie des poids super mouches. Je sais qu'à l'époque, ce combat est un peu moins disputé que le second, et il remporte malgré tout une décision majoritaire, pas une décision unanime, mais voilà, Estrada s'impose vraiment comme un peu le grand gagnant, malgré... En fait Estrada c'est un peu le Léonard de ces cadres-là, dans le sens où c'est le type qui finalement a des victoires contre tout le monde, de temps en temps un peu limite, genre c'est les victoires contre Chocolatito qui certains pourraient voir comme des défaites, ces victoires contre Estrada, contre Rungvisai Sai, où globalement les gens pourraient dire que c'est surtout une défaite de Rungvisai Sai, mais finalement bah, c'est quand même lui qui a toutes les victoires, et c'est quand même lui qui s'impose comme le roi de la KT. Chocolatito, enfin bon, je vais pas forcément donner des analogies pour tout le monde, mais voilà, je pense que vous voyez un petit peu le profil, le mec qui a gagné contre tout le monde, mais parfois de manière un peu... voilà, mais il a quand même malgré tout gagné contre tout le monde. Et du coup Estrada, donc ça fait de nouveau pas mal de temps qu'il est inactif, hein, parce que c'était fin 2022 qu'il affronte, c'est très cher, Chocolatito. Depuis il s'est un peu touché à la nouille, il revient en 2024, alors il va affronter potentiellement Kazuto Ioka le 31 décembre et tout, finalement ça s'est pas fait. Donc bon, il dort un peu sur la KT, mais il revient contre du coup Jesse Bam, et bien là le 16 juin, donc vraiment dans quelques jours. Pardon, le 29 juin, donc vraiment dans quelques jours. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un affrontement pound par pound? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du coup Estrada, après sa victoire contre Chocolatito, donc qui était sa victoire par décision partagée, qui était du coup le deuxième combat de leur trilogie, et la première victoire qu'il a contre Chocolatito, à ce moment-là, il chope la 5ème place du classement pound par pound. Je vous laisse aller regarder, vous pouvez trouver tout ça sur internet. Il chope la 5ème place du classement, ce qui est fantastique. Il va se faire sortir pour une activité, ce con. Et après sa victoire contre Chocolatito, donc dans la trilogie qu'ils ont fait, donc fin 2022, il va revenir à la 9ème place du classement. Et il va sortir à moitié pour une activité et à moitié parce qu'il y a d'autres gens qui rentrent. Et du coup, bah, ça pousse et il se fait pousser vers le bas. Mais ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est du coup de remarquer qu'Estrada, fondamentalement, est un combattant pound for pound. Et que c'est totalement légitime de le virer pour une activité. Typiquement, je virerais Spence si jamais je pouvais le virer à ce moment-là. Mais on voit que c'est quand même un combattant qui a l'étoffe d'un combattant pound for pound, qui était très haut dans le classement, et qui, même s'il a dû se faire sucrer des places parce qu'il y a d'autres gens qui ont pris sa place en temps, il n'a jamais perdu. Et du coup, il n'a jamais perdu cette place qu'il méritait. Voilà. Donc ça reste quand même un combattant qui pour moi mérite aujourd'hui l'étoffe du pound for pound, qui est probablement le deuxième meilleur mexicain actif derrière Canelo, c'est pas rien, qui en fait aurait même pu passer premier à des moments si jamais il était resté un peu plus actif. Donc c'est quand même pas rien ce que nous propose Estrada. Et le combat de ce week-end, bah, du coup c'est vraiment presque, j'ai envie de dire 10 ans après la fin de l'histoire, parce que cette fois-ci on va avoir entre ce 5ème King Jesse Bam Rodriguez la réelle conclusion. Est-ce que Bam peut prendre Estrada et faire un peu l'inverse de ce qu'avait fait Benitez à l'époque, c'est-à-dire sweep tout le monde, donc balayer tous les rois en arrivant un peu après eux, ou est-ce que du coup il va se faire arrêter et Estrada va confirmer qu'il s'agit vraiment du top de la KT en défendant une fois de plus son titre The Ring et WBC. Donc c'est un combat qui est très intéressant, qui a beaucoup d'enjeux et qui promet d'être assez exceptionnel, d'autant plus que cette fois-ci je pense que Bam peut avoir un peu plus de soucis que contre Estrada et contre Rungvisai Sai. Je pense que les match-ups correspondent un peu moins, mais bon, je suis un mauvais pronostiqueur donc on ne va pas s'amuser à rentrer sur ce terrain-là. Et enfin, je tiens juste après 18 minutes de vidéo à faire un petit big up sur le Coming Event qui sera donc contre Sonny Edwards et Adrian Curiel. Sonny Edwards qui était donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, un peu le king de la catégorie des poids mouches, champion IBF, qui a fait pas mal de défenses de titre et qui s'est fait sécher par Bam Rodriguez en décembre dernier. Il revient donc sur la même carte que lui contre Adrian Curiel qui était lui champion IBF des mi-mouches. Et Adrian Curiel, donc, qui fait également partie de cette panoplie des boxeurs mexicains un peu inconnus qui ont beaucoup de victoires, quelques défaites et qui tapent que des gens en 8 rounds. Il est sorti un peu de nulle part pour avoir une chance pour le titre IBF contre Sinvetin Nanchinga, qu'il a séché pour le coup vraiment par KO en 2 rounds, très impressionnant. Ils ont fait une revanche où il s'est fait cette fois-ci mettre KO, je crois que c'était au 11ème, peut-être au 10ème, en tout cas clairement deuxième partie de combat. Suite à ça, il a décidé de monter de catégorie. Et donc bah, il va affronter donc Sonny Edwards pour en fait un peu une demi-finale mondiale. Ce qui est un peu dommage, c'est que j'en ai pas forcément parlé, je pense que c'est un peu passé sous les radars parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces ces derniers temps, notamment le cas Garcia qui prend pas mal de place dans la sphère médiatique. Mais il y a quasiment toutes les ceintures et des mouches et des mouches qui ont été laissées vacantes. Kenshiro Teraji monte et a laissé vacante WBC, WBA. On a Jonathan Gonzalez qui laisse sa ceinture WBO vacante en mi-mouche. Et en mouche, bah, du coup on a Jesse Bam qui monte, donc WBO et IDF c'est vacant. Et on a Julio César Martinez qui monte puis qui s'est fait choper pour dopage et qui laisse du coup sa ceinture WBC vacante. Donc c'est fait qu'on a quasiment toutes les ceintures qui sont vacantes en ce moment en mi-mouche, en mouche. Donc en mouche, bah, y a plein de combats qui ont été refaits pour faire en sorte que bah, les ceintures soient prises. Hein. Donc il y a beaucoup de combats qui vont avoir lieu pour des titres vacants en mouche dans les prochains mois. Et le truc c'est que malheureusement ce combat Edwards contre Curiel
a été annoncé avant que la plupart des ceintures mouches soient vacantes. Et en vrai, ça m'aurait mérité d'avoir une ceinture. C'est-à-dire que vraiment, je pense que le gagnant de ce combat-là va être classé pour moi dans mon top bien plus haut dans la catégorie des mouches que pas mal de nouveaux champions qui vont émerger dans ces prochaines semaines. Parce que en fait, on a quand même le king l'ancien king de la catégorie des mouches, mais qui est probablement numéro 1 après la montée de Bam, qui va affronter du coup un Curiel qui s'est quand même bien placé dans la catégorie des mouches en battant Nanjinga. Donc voilà, c'est aussi un combat qui me fait de l'œil, et c'est aussi je pense un combat qu'il faut regarder parce qu'on a potentiellement un type qui peut récupérer une ceinture métal derrière. Même si du coup ce combat n'a pas de ceinture, malheureusement. Ok, voilà, c'était un peu dense, 20 minutes de vidéo, c'est un peu dense pour présenter tout le combat, mais je pense que c'est important de présenter tous ces enjeux-là. Parce que c'est des catégories que les gens ne suivent pas malheureusement. Et c'est vraiment dommage parce qu'on a vraiment ici, pour moi, deux combattants qui sont excellents, pound for pound. Pour moi, le gagnant peut prendre assez tranquillement la 7ème place du classement, devant Tank, devant Spence, devant tout le monde. Globalement, juste derrière, Canelo, Beterbiev, Bivol et puis Crawford, Inoue et Usyk. Pour moi, le gagnant du combat prend sans souci cette 7ème place, que ce soit Estrada ou que ce soit Bam. Ce serait vraiment excellent que n'importe lequel des deux gagne. C'est un combat qui promet d'être vachement intéressant. Et dernier truc que j'ai oublié de préciser, Jesse Bam Rodriguez qui a quand même été cité par The Ring Magazine comme étant l'un des 3 meilleurs contendants pour se situer à la top position du classement pound for pound 2029. Ils ont en gros rappelé qu'on avait 3 combattants qui étaient vraiment le dessus du lot en ce moment, et ils sont amusés à donner 3 noms qui pourraient être au top de la même manière que le sont actuellement Crawford, Usyk et Inoue. 3 noms qui seraient au top en 2029. Ils ont donné Junto Nakatani, qui est actuellement champion WBC des poids coqs. Ils ont donné Jaron Ennis, qui est actuellement champion ABF des poids welter. Et ils ont donné Jesse Bam Rodriguez, qui du coup n'est plus champion de rien, mais qui va peut-être devenir champion WBC et The Ring de la catégorie des poids super mouches. Donc bref, c'est vraiment un gamin sur qui il faut garder un œil. Premier champion du monde de boxe de l'histoire à être né en 2000, donc au 21e siècle. Bref, voilà, il a plein de petits records un peu marrants, Jesse Bam. Il a vraiment une boxe qui est super, beaucoup dans les déplacements, mais en même temps il est très mobile au niveau des jambes, beaucoup de pivots, vraiment un peu des déplacements à la Loma ou à Orlando Canizales. Et en parallèle, une garde haute. Et c'est vachement marrant parce que c'est rare normalement les gens qui. Enfin, quand vous avez la garde haute, vous sacrifiez votre mobilité. Et quand vous avez la mobilité, souvent pour avoir une bonne mobilité, vous gardez des mains un peu plus basses. C'est vraiment marrant d'avoir des boxeurs qui arrivent à gérer et des déplacements excellents et une garde haute. Bam y arrive, c'est très rare. C'est un type qui est techniquement vraiment excellent. Donc bref, voilà, je vais pas forcément plus parler que ça. Je pense que j'ai déjà assez hypé le combat. Mais vraiment, allez regarder tout ça. C'est un combat qui promet d'être exceptionnel. Et je l'annonce, je le répète, jusqu'à ce que Beterbiev Bivol se fasse, c'est l'affiche de l'année. Pour moi, sans aucun débat. Parce que c'est bien beau d'avoir des ceintures à droite à gauche, mais au fond, ce qu'on veut en boxe, c'est que les meilleurs s'affrontent, et que les meilleurs s'affrontent dans un affrontement qui a du sens. Donc pas qu'on aille ramener un poids paille pour le faire affronter un poids welter. On veut un affrontement qui a du sens. Et actuellement, Estrada et Bam Rodriguez, de tous les affrontements qui peuvent se faire, c'est l'affrontement pound for pound qui a le plus de sens, parce que Crawford Canelo en a un peu moins en termes de KT. Voilà. Et vraiment, il n'y a que Beterbiev Bivol qui pourrait passer devant cette année. Donc voilà, regardez le combat, ce sera sur DAZN. Je crois qu'il n'y a même pas de pay-per-view, donc vraiment aucune excuse pour pas le regarder. Ce sera samedi soir à Phoenix en Arizona, donc les horaires sont un peu d'éclat en France, mais levez-vous, ça vaudra le coup d'œil, ça vaudra le détour en tout cas. Sinon, matez le dimanche matin, mais vraiment regardez-le. Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.